Impacté ou en tout cas, vous avez des reproches à faire à la SNCF? Beaucoup de reproches à faire à la SNCF. Moi, j'utilise le train souvent pour faire la ligne Paris-Angers ou Paris-Nantes. Donc ça, c'est une ligne TGV, donc ça roule un peu mieux. Mais non, le vrai sujet sur mais c'est ça. Le problème en fait de la SNCF, c'est que les prix sont devenus terriblement chers. Pourquoi? Parce que l'entreprise est mal gérée. Nous, on avait produit une étude sur la SNCF. 20% du chiffre d'affaires est consommé dans les acquis sociaux des cheminots notamment, et la dette qui est en partie résultante d'un modèle économique qui ne tient plus debout. Et donc, en fait, la SNCF, tous les ans, n'a plus assez de marge de manœuvre budgétaire pour pouvoir investir, justement, sur les petites lignes et sur le réseau ferroviaire périurbain et rural. C'est ça, aujourd'hui, le véritable problème. Et c'est là où les cheminots, on peut dénoncer une forme d'hypocrisie. Les cheminots ont tellement accumulé d'acquis sociaux qui coûtent beaucoup d'argent. Je crois que le patron de la SNCF disait que ça coûtait 30% de la compétitivité de l'entreprise, et que c'est ceux-là même qui mettent en difficulté la SNCF et ensuite qui se plaignent d'un modèle qui ne fonctionne plus. Donc c'est pas normal. Alors on a Juliette en ligne. Bonjour Juliette. Bonjour Valérie. Et pour peut-être Mathieu Hoc, pour les joueurs, pour les supporters et pour toute l'organisation de cette Coupe du Monde. Ce que j'expliquais, c'est-à-dire des joueurs iraniens qui ne peuvent pas séjourner sur le sol américain, qui vont faire des allers-retours en avion dans la journée pour jouer leur match. C'est pas l'idéal. Ce qui est vrai, c'est que Donald Trump, effectivement, a surpolitisé l'organisation de la Coupe du Monde avec les événements que vous avez rappelés, notamment l'Iran, à la limite, on pourrait le comprendre, mais également en touchant d'autres pays africains, la Somalie, etc., dans sa doctrine qui considère que dès lors que vous venez d'un pays que lui juge soit terroriste, soit effectivement avec un risque sanitaire très important, vous ne mettez pas les pieds aux États-Unis. Et donc, il applique cette doctrine-là aux autres, à l'organisation de la Coupe du Monde. Une parenthèse, les joueurs sénégalais qui ont été contrôlés par les douaniers au pied de l'avion. Non, mais c'est catastrophique. L'image des États-Unis est catastrophique. Et là, je mets un point aussi vraiment une limite pour Donald Trump, c'est qu'on sort quand même de 2 Coupes du Monde qui ont été bien organisées. La Coupe du Monde 2022 du Qatar, malgré tous les scandales que certains ont pu dire, toutes les polémiques que certains ont pu créer sur la Coupe du Monde du Qatar, elle a été très bien organisée par le Qatar. Et puis la Coupe du Monde en Russie, Donald Trump se veut l'équipe légale de Vladimir Poutine. La Coupe du Monde en Russie de 2018 que la France avait gagné avait également été bien organisée, et donc si Donald Trump faillit sur l'organisation de la Coupe du Monde, ça va abaisser l'image des États-Unis à l'international, parce que c'est quand même l'événement sportif après les Jeux Olympiques le plus regardé par l'humanité. Oui, Julia. Moi, je suis fondamentalement d'accord avec le fait que Donald Trump, mais c'est pas surprenant, politise le mondial. C'est pour ça que le sujet, c'est surtout une question, 1, d'organisation, comme vous l'avez rappelé, et 2, de doctrine. Effectivement, il y a la question des moyens, mais si on dit que c'est une question de moyens, alors on triple le budget de la justice, on double le nombre de magistrats, etc. Est-ce que pour autant, des cas comme l'IANA ne vont pas se reproduire quand même? La réalité, c'est que on peut tripler, quadrupler, même quintupler le budget de la justice. Ça changera pas fondamentalement le sujet. Le sujet, c'est vraiment une question de doctrine. Notre doctrine aujourd'hui est la suivante. On a un système judiciaire qui préfère privilégier les droits individuels des délinquants et des criminels par peur de faire une erreur, plutôt que de protéger la société et les victimes. Tant qu'on change pas ce logiciel-là, et c'est incarné par la parole d'Éric Dupond-Moretti lorsqu'il est arrivé au ministère de la Justice, je veux être le ministre des détenus et non pas le ministre des victimes. En fait, à partir du moment où on dit cela, et que c'est aujourd'hui le point cardinal de la doctrine de notre système judiciaire, alors tout simplement, on n'y arrivera pas, parce que de toute façon, on privilégiera non pas les victimes, mais malheureusement les bourreaux. C'est ça aujourd'hui le véritable problème. Donc ça suppose revenir sur beaucoup de sujets. Je pense que par exemple l'individualisation des peines, c'est pas quelque chose qui est constitutionnel. On pourrait revenir dessus. Je pense que les peines planchées, il faut y revenir dessus. Il faut faire en sorte que peine encourue soit la peine réellement exécutée par tout condamné soit le plus proche possible de la peine encourue. Enfin voilà, c'est tout ce système-là qu'il faut, et donc effectivement construire des places de prison. Donc s'il y a un manque de moyens, c'est surtout sur le niveau carcéral. Mais sinon, le reste, il faut changer. Il faut une révolution, en tout cas, de doctrine. Il y a 2 choses dans ce que vous dites. Il y a en France. Donc, c'est prévoir et renoncer, et il faut des priorités. On est aujourd'hui dans un pays où, en 1990, il y avait 50 000 agressions physiques dans notre pays. À l'époque, il y avait 55 000 places de prison.
comment on peut expliquer qu'aujourd'hui on est dans un pays où les agressions physiques, donc incluant les agressions sexuelles, ont été multipliées par 8 pour atteindre 400 000 et que le nombre de places de prison a stagné puisqu'on est passé à 63 000 places contre 55 000 à l'époque. Donc c'est ça aujourd'hui le problème, c'est qu'en fait on n'a pas fait évoluer ni notre droit, ni notre réponse carcérale à l'évolution de la société qui est davantage violente, barbare et marquée par l'ultraviolence. C'est ça aujourd'hui le véritable cœur du sujet pour 2027. Et pour cela, il faut prioriser. Et donc, si l'on considère, et moi je considère que les violences faites aux personnes les plus vulnérables, les enfants, les femmes, sont censées être les plus, et les seniors également, sont censées être dans l'échelle de notre valeur, les choses les plus graves que l'on peut faire dans notre société, alors il faut mettre le paquet dessus et ne pas s'interdire certains tabous que j'ai rappelés tout à l'heure en termes de philosophie et de doctrine, changer profondément le logiciel pour véritablement pouvoir parvenir à une réponse cohérente et adaptée à l'évolution de l'insécurité de notre pays. On se retrouve dans un instant et Julia Achat avec vous autre chose. Elle était sous OQTF, Lola, pour le coup. Ouais. Alors, moi, dans ma conception des choses, je peux pas juger négativement l'action de Gérald Darmanin, en tout cas la volonté de Gérald Darmanin de traiter ces 70 000 dossiers, même si c'est compliqué, même si j'entends que techniquement ça peut pas être impossible, parce qu'en fait, si l'on considère que l'on veut davantage protéger la société et les victimes avant les droits individuels des bourreaux, si à l'issue de ces études sur ces 70 000 cas, eh bien, on va réussir à mettre sous détention provisoire ou arriver à accélérer des procédures judiciaires pour certains cas et qu'on va arriver à sauver peut-être 10, 15, 20, 50 enfants, c'est peut-être pas suffisant, c'est peut-être pas autant que l'on souhaiterait évidemment, mais si on peut au moins sauver commencer à sauver des victimes par cette action volontariste, je trouve que c'est positif. Ensuite, après, la question sera réglée en 2027. C'est ça. Et 2027, ça, au moins, ce qui me paraît bien, c'est que aujourd'hui, les victimes commencent à parler. C'est ça, d'ailleurs, peut-être la principale différence par rapport au début des années 2000, c'est que les victimes commencent à parler. Des médias, pas tous, mais une partie des médias maintenant mettent la focale aussi dessus. Donc, le sujet de la justice va être un sujet de l'élection présidentielle de 2027, au moment où la justice, il faut quand même le rappeler, est l'institution de la République en laquelle les Français ont le moins confiance. C'est l'administration à laquelle les Français ont le moins confiance, puisque selon le baromètre Cevipof, 35% des Français seulement ont confiance dans la justice. À titre de comparaison, 80% ont confiance dans l'hôpital, 75% ont confiance dans la police, l'éducation nationale, c'est 66% également de code de confiance. Donc à un moment donné, il faut aussi que la justice comprenne que c'est fini en fait ce moment-là. C'est fini cette forme de système qui crée des omertas et de l'impunité. Maintenant, les Français veulent une nouvelle politique judiciaire, charge aux candidats, et je me tourne vers vous Yves, de proposer des choses qui sont intéressantes et qui répondent et qui vont dans le sens des aspirations des Français sur le sujet judiciaire. En fait, dans ce fameux débat là dont parlait Julia entre qui pour le coup sont comment on dit, puis peuvent être requises pour viol, oui, il faudrait les changer. Mais c'est comme la peine de mort, ça n'a jamais dissuadé quiconque de tuer quelqu'un. Non, mais ça dissuade peut-être pas forcément, mais ça empêche la récidive des personnes. Oui. Et donc ça sous-entend qu'il faut effectivement construire plus de places de prison, parce qu'aujourd'hui on a un problème dans notre pays, c'est qu'on n'a pas de surpopulation carcérale, mais on a de la sous-dotation carcérale. Comme je le disais, le nombre de places de prison n'a pas suivi le nombre d'agresseurs violents dans la nature, et donc en fait on a beaucoup de coupables qui sont dans la nature plutôt que sous les barreaux. Et au moins à minima, avoir de la prison, ça permet au moins d'empêcher la récidive sur un temps long. Et un deuxième problème qu'on a sur la question de viol, vous l'avez rappelé, c'est les peines. Aujourd'hui, et non seulement la peine encourue, vous avez rappelé, 20 ans de prison hors circonstances aggravantes, qui est quand même très faible, mais surtout c'est la peine réellement exécutée. Et moi, ce qui m'a toujours marqué, c'est que vous prenez la peine encourue pour un viol, c'est 20 ans de réclusion. La peine prononcée en moyenne par le juge, donc avant tout ce qui est remise de peine, etc., c'est en moyenne 13 ans. Donc on a déjà un écart de 7 ans. Et ensuite, après, la peine réellement exécutée, en moyenne, sur les statistiques du ministère de la Justice, c'est 8 ans. Mais comment aujourd'hui, dans un pays, on peut expliquer très tranquillement que un viol, c'est sanctionné au réel de 8 ans de prison? C'est insupportable pour les victimes. Non, c'est insupportable. Et puis moi j'ajoute